Merci d'avoir choisi cette salle qui, à mon avis, est tout à fait indiquée pour discuter du sujet dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, la cohabitation. La proximité dans la distance, ou la distance dans la proximité. Donc je crois que vous êtes bien positionné pour déjà commencer. Alors, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, peut-être présenter mon sujet en 3 temps. Dans un premier moment, j'aimerais, en toute humilité bien sûr, revenir sur certains éléments de mon parcours de recherche, histoire simplement de mieux vous faire comprendre comment j'aborde les questions d'immigration internationale. Et puis le deuxième point, qui sera le plus important dans ma présentation, j'aimerais revenir sur une enquête que j'ai faite avec des collègues de l'INRS, David Louis, et également Martha Radiché de l'Université d'Al-Hawzi à Halifax, sur la cohabitation dans certains types de quartiers. Et à la toute fin, j'élargirai un petit peu mon sujet pour aborder les questions de gestion municipale de l'université, en espérant que ça va susciter des débats et puis que nous aurons un échange intéressant, une discussion intéressante. Alors, contrairement à mes bonnes habitudes, je n'ai pas bien calibré ma présentation, donc je demanderai à Marie-Hélène peut-être, disons, 10 minutes avant la fin, que je switch à la dernière partie. Alors, il me semblait que c'était plus intéressant d'avoir un échange un petit peu libre avec vous. Alors, dans un premier temps, je voudrais donc revenir sur certains des recherches que j'ai faites. Alors, je vais employer le « nous » parce que la plupart de ces recherches, je les ai faites en équipe, avec mes collègues de l'INRS et parfois aussi avec d'autres collègues, donc quelqu'un que vous allez entendre bientôt, Mathilde, André Arel. Alors, voilà, donc j'ai commencé ma carrière à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal et donc j'étais une sociologue urbaine très classique. Je m'intéressais comme tout le monde à l'époque, dans les années 70 et 80, aux questions du patrimoine, aux questions de l'habité. Et puis je me suis rendu compte très vite qu'on ne pouvait vraiment plus traiter de Montréal sans faire un petit détour par les questions d'immigration, qui étaient vraiment de plus en plus présentes dans le paysage. Et donc avec des étudiants et des collègues, on a commencé à faire des petits ateliers sur les quartiers d'immigration, etc., etc. Et évidemment, la question de l'immigration, c'est une question un petit peu siphon. Vous y mettez le doigt et puis ça vous bouffe complètement. Mais j'ai toujours résisté et j'ai toujours essayé de, parallèlement à mon travail sur les questions d'immigration, de continuer à travailler sur des questions urbaines, banales, pas nécessairement connotées immigration. Bon, par exemple, j'ai fait entre autres avec ma collègue Joanne Charbonneau une enquête sur les ménages solos. Bon, ménages solos, il n'y a pas beaucoup d'immigrants là-dedans. Donc pour moi c'est très important de garder le contact avec les réalités urbaines larges et de ne pas trop être omnubilé, si vous voulez, par les questions d'immigration. Alors, un des premiers moments forts de mon parcours de recherche, c'est au début des années 90, quand le ministère de l'immigration provinciale de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, le MICC je pense, m'a demandé de faire une recherche avec mes collègues sur la cohabitation interethnique. Et bienvenue. Alors, le ministère à l'époque était très inquiet parce que, au début des années 90, éclatait un petit peu partout, tant aux États-Unis qu'en Europe, des émeutes à connotation raciale ou pas. Et le ministère se disait, oui, mais bon, là, avec tous les immigrants qui commencent à s'installer dans nos quartiers, surtout à Montréal, est-ce que la même chose ne va pas nous atteindre? Est-ce qu'on ne va pas commencer à voir se multiplier des événements, des émeutes, des réactions difficiles, etc.
Et donc, au fond, le ministère nous avait demandé de regarder la participation, disait-il, des immigrants à la vie communautaire. Et, premier élément, de déconstruction. Vous savez que mon chercheur commence toujours par déconstruire les commandes qu'il reçoit. Alors on avait dit au ministère, mais écoutez, c'est bien sympa, mais participer aux organisations communautaires de quartier, c'est pas la seule manière d'être un bon citadin dans son quartier. Il y a plein de gens qui ne participent pas aux organismes communautaires, et puis qui sont des bons voisins, sont des bons habitants, et puis donc il y a un biais un petit peu... Donc on a dit au ministère, bon d'accord, on va faire une étude sur les organisations communautaires et le rôle que les immigrants jouent dedans, mais on voudrait faire quand même un petit peu plus que ça, essayer d'aller capter qu'est-ce qui se passe dans les quartiers. Il y a beaucoup d'immigrants. Alors, première chose, on a vendu au ministère l'idée de faire une enquête sur les quartiers multiethniques. À l'époque, personne n'employait ce terme-là, mais nous avions remarqué que déjà, dans les années 90, beaucoup de quartiers à Montréal étaient peuplés par une très grande diversité d'immigrants, d'où le mot multiethnique, mais aussi avec un pourcentage d'immigration quand même assez significatif. Deuxième idée, nous avons proposé au ministère de faire une enquête sur des quartiers qui représentent la diversité des cas de figure des quartiers multiethniques à Montréal, c'est-à-dire à la fois des quartiers pauvres, à la fois des quartiers riches, à la fois des quartiers de banlieue, à la fois des quartiers centraux. Donc, on a choisi 7 quartiers que vous voyez ici à l'écran, situés dans la région montréalaise. Et dernière des choses, et je reviendrai là-dessus plus tard en parlant de ma deuxième enquête, nous avons proposé au ministère de faire une étude assez attentive de ce qui se passait dans les espaces publics. Les espaces publics entendus au sens très large, les parcs, les rues commerciales, les abords de métro, les centres d'achat, tout ce qui est espace public, interne ou externe, extérieur. Ce qui a été une grosse enquête donc qualitative, mais quand même très normée. Et puis le ministère était là pour nous surveiller, voir qu'il ne faisait pas des petites affaires qualitatives pas sérieuses, etc. Alors, cette étude, en 4 mots, a conclu, et que j'ai faite avec d'autres collègues, donc c'était vraiment un collectif. La grande conclusion de cette étude, c'était que dans tous les quartiers que nous avions regardés, et il y avait parmi ces quartiers-là certains quartiers qui étaient à l'époque un peu, entre guillemets, sensibles et chauds, notamment la petite Bourgogne, ça se passait pas très bien, il y avait des conflits de temps en temps avec la communauté noire, etc. Mais dans tous les quartiers, ce que nous avons montré, c'est que dans les espaces publics, il y avait ce qu'on a appelé une cohabitation pacifique mais distante. Alors, par la suite, à la suite de ce contrat-là, j'ai fait plusieurs enquêtes, autres enquêtes avec d'autres collègues, entre autres des organismes communautaires qui travaillent avec les familles dans les HLM à Montréal, et surtout dans les plans d'ensemble, donc dans les gros HLM, nous avaient demandé de faire une évaluation de leur action. Et puis on avait dit, mais écoutez, nous, on n'aime pas trop évaluer l'action des organismes communautaires. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de organiser avec vous une réflexion collective sur le sens de vos actions dans ces HLM. Et il se trouvait que dans ces HLM, qui étaient pourtant situés dans les quartiers de l'Est de Montréal, il y avait énormément d'immigrants, parce que la population d'immigrants était constituée déjà à l'époque pas loin de la moitié des habitants des HLM. Donc là, je me suis trouvée à traiter la question de l'immigration, mais pas parce que je l'avais souhaité au départ, c'était d'abord une étude sur des HLM, et puis c'était un élément important de l'étude. Alors, par la suite, je vais très vite, j'ai fait entre autres, j'ai fait aussi une étude sur la participation des communautés culturelles aux tables de concertation de quartier. Là, vous ne la voyez pas ici à l'écran, qui était un aspect important
qui préoccupait aussi la ville de Montréal, savoir si les organisations représentant les immigrants étaient impliquées dans les forums sociaux, dans les grands débats concernant les questions de développement social à Montréal ou pas. Et puis, j'ai fait aussi, avec toujours des collègues de l'INRS, une enquête sur les pratiques municipales de gestion de la diversité dans la région montréalaise. Alors, cette enquête me tient à cœur parce que c'était une enquête non pas sur les politiques municipales, bien que, bien sûr, nous avons dû les regarder attentivement, etc. Ce qui nous intéressait, c'était de voir qu'est-ce que les fonctionnaires municipaux et leurs partenaires, notamment les organismes communautaires, faisaient concrètement dans toute une série de domaines qui sont typiquement des enjeux dont s'occupent les municipalités. Et donc, nous avions sélectionné 3 types d'enjeux. La question de la gestion des activités sportives et de loisirs dans les quartiers, les questions d'urbanisme concernant l'aménagement des lieux de culte, et la 3e, c'était les procédures d'accueil des populations immigrantes dans les HLM. Comment on fait pour accueillir des immigrants dans les HLM et leur apprendre le code de vie. Donc, dans les 3 domaines, on a regardé qu'est-ce qui se faisait. Et bien sûr, pour faire ça, nous avons dû aussi regarder les autres acteurs. Ainsi, par exemple, sur la question de la gestion municipale concernant les lieux de culte, nous avons regardé les gens des communautés religieuses proprement dites, impliquées, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de controverses à Montréal concernant l'aménagement des lieux de culte. Et soit dit en passant, la plupart de ces controverses, en fait, avaient à peu près rien à voir avec la religion, et avaient à voir avec une chose essentielle, c'est que les lieux de culte sont exemptés de taxes municipales, de taxes foncières, et donc, pour les villes, les lieux de culte sont un manque à gagner, c'est quelque chose qui ne rapporte rien, et on aimerait bien voir disparaître. C'est bien plus intéressant d'avoir des industries, l'habitat, etc. Alors, donc voilà un petit peu l'échantillon de ce que j'ai fait. Oui, j'ai fait aussi, et ça j'y tiens, une petite enquête avec mon collègue André Area, que vous allez accueillir très bientôt, qui est à Bruxelles, et il y a très très longtemps de ça, c'était en 2005-2006, on a fait une enquête, on a comparé 2 quartiers d'immigration très très défavorisés, et nous avons fait parler les intervenants sociaux, publics, communautaires, associatifs, etc., pour qu'ils décrivent ces quartiers à nos collègues de l'étranger. Donc autrement dit, moi, à Bruxelles, André a demandé aux collègues de me présenter le quartier Kuregen sur lequel on travaillait à Bruxelles, et ici à Montréal, je demandais aux intervenants de présenter le quartier Parc Extension, quartier très pauvre, immigrant, etc., à mon collègue belge. Et on a été surpris de voir que d'abord, des discours extrêmement similaires sortaient de ces entrevues, et notamment que les intervenants sociaux, donc des personnes très impliquées, ayant très à cœur d'aider les personnes précarisées dans les quartiers, en fait tenaient un discours extrêmement dur et très radical sur leurs, entre guillemets, bénéficiaires. Et ça nous avait beaucoup troublés, et on avait conclu qu'on était en train d'assister à l'émergence de ce qu'on a appelé un paradigme de la conformité culturelle, c'est-à-dire que les intervenants sociaux, au fond, demandaient, c'est un peu comme si les intervenants sociaux demandaient aux immigrants de se conformer culturellement d'abord, comme condition pour pouvoir être aidés ensuite. Et donc, on n'était plus du tout dans un paradigme de l'émancipation, etc., mais plutôt dans une logique de conformité culturelle qui était assez troublante et qui voulait dire, par exemple, laisser la religion de côté, épouser les valeurs de la majorité, enfin, toutes choses qui, en fait, n'étaient peu débattues à l'époque, en 2005, et qui allaient éclater avec la crise des accommodements raisonnables. J'ai toujours pensé d'ailleurs que ce projet
nous avait permis de voir arriver cette crise et son éclatement au Québec. Alors, pendant ce temps-là, j'ai aussi eu le grand bonheur de diriger le Centre Métropolis du Québec, qui faisait partie du centre du grand réseau Métropolis pan-canadien, où j'ai côtoyé non seulement des collègues chercheurs, mais aussi des gens des différents niveaux de gouvernement, des associations, des municipalités, et bien sûr toutes des personnes préoccupées par l'intégration des immigrants, notamment dans les villes. Alors, c'est ce réseau Métropolis qui n'existe plus vraiment, sauf dans la branche internationale. On se trouve un petit peu orphelin aujourd'hui, il n'y a plus l'équivalent de ce grand réseau qui rassemblait tout le monde. Mais bon, je continue à m'impliquer, notamment j'ai eu l'occasion de donner un petit coup de main au maire Coder qui a organisé dernièrement le sommet international des maires sur le vivre ensemble à Montréal, sommet auquel il a convié 25 maires venant de partout dans la planète et même le maire Labo. Alors, donc, pourquoi ce titre au-delà de l'intégration, hein, puisque vous voyez bien que, quand même j'ai baigné dans des réseaux qui étaient très préoccupés par la question de l'intégration. Eh bien, c'est que il me semble que, d'abord, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Cette idée de l'immigration au-delà de l'intégration, elle vient du sous-titre du livre que j'ai publié avec mon collègue Sébastien Arcan à HEC, il n'y a pas longtemps, qui est un livre collectif, et où nous avons essayé de rassembler des communications de chercheurs qui avaient à cœur de prendre l'immigration au-delà justement des sempiternels discours sur l'intégration des nouveaux arrivants et de prendre un recul par rapport à l'immigration, de la voir sur la longue durée, de la voir de façon plus large dans tous les changements auxquels elle est associée. Entre autres, un des éléments qui nous intéressait beaucoup, c'est au fond comment se fait la cohabitation dans des villes qui sont devenues aussi plurielles, comme le cas de Montréal. Alors, cette cohabitation, pour moi, elle est traversée à la fois par des convivialités et par des conflits, et il me semble très important de toujours regarder les deux aspects en même temps, de ne jamais trop centrer l'attention sur les conflits, et à l'inverse aussi, de ne jamais trop mettre l'accent sur les convivialités, mais de toujours tenir les deux bouts de l'équation. Alors, la recherche dont je voulais vous parler maintenant, et que j'ai faite donc avec mon collègue Xavier Lou et Martha Radice, est une recherche un petit peu particulière que nous avons montée suite au contexte de la crise des accommodements raisonnables. Alors, vous vous souvenez, la crise des accommodements raisonnables, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Une opinion publique complètement effervescente. Et entre autres, une des choses qui nous avait beaucoup frappé, c'est que pendant cette crise, il y avait, rappelez-vous, souvent des sondages d'opinion publique. Et ces sondages, perpétuellement, pas perpétuellement, mais les uns après les autres, montraient que, en fait, les plus frileux par rapport à l'immigration, les gens qui le plus facilement disaient que la diversité était une menace pour la culture québécoise, c'était qui? C'était pas les gens des régions éloignées, c'était les gens de Laval. Et donc ça nous avait beaucoup étonné. Mon collègue Antoine Bilodeau a qualifié ça de effet halo, c'est-à-dire que c'est au fond les gens qui habitent dans les régions voisines des grands centres de concentration de l'immigration qui sont les plus préoccupés par l'imminence de l'invasion, etc.
Mais rappelez-vous aussi, c'est une époque où en fait on commençait à beaucoup, et surtout les politiciens, à mettre l'accent sur les inquiétudes identitaires des classes moyennes. Hein. C'est une époque où vraiment on a beaucoup misé là-dessus. La DQ de Mario Dumont le premier, mais des autres suivis. Et donc il y avait tout le temps cette idée que les classes moyennes québécoises étaient vraiment très anxieuses face à la diversité ambiante, etc. Et honnêtement, avec mon collègue, on s'est dit, nous, il faut bien aller voir. Et donc, nous avons proposé de faire une enquête sur les quartiers de classe moyenne dans la région montréalaise, mais pour nous, il était très important à l'inverse des sondages d'opinion, de rejoindre les gens dans la réalité quotidienne, dans leur vécu situé dans des espaces urbains concrets, et non pas dans leur confort de leur demeure ou devant leur poste de télévision. Et donc nous voulions essayer de regarder comment se vit la cohabitation dans les quartiers de classe moyenne. Donc nous n'avons pas fait une enquête sur les classes moyennes, mais sur les quartiers de classe moyenne. Et pour essayer de voir un peu comment se vivait la cohabitation interethnique. Alors, on a choisi soigneusement, après beaucoup de réflexion, 4 quartiers qui étaient susceptibles de nous permettre de voir comment se vivait le rapport à l'altérité dans la proximité, d'une certaine façon. Et vous verrez pourquoi je dis proximité. Alors, les 4 quartiers qu'on a choisis rapidement, d'abord, c'est le quartier Ahuntsic, qui est dans le nord de Montréal. Vous voyez que c'est un assez gros quartier, 27% de migrants. En fait, Ahuntsic a toujours eu la réputation d'être un quartier de classe moyenne canadienne-française. Avec les années, c'était un quartier qui est devenu vieillissant, mais ces dernières années, il y a eu un afflux d'immigrants, de jeunes familles immigrantes assez substantiel, ce quartier commençait donc à vivre une diversité tout à fait inhabituelle. Alors, les 4 quartiers que nous avons choisis sont donc des quartiers réputés pour être de classe moyenne. Je précise, pas des classes moyennes supérieures, plutôt des classes moyennes, même des petits moyens, ce qu'appellent les Français les petits moyens. Deuxièmement, 4 quartiers qui récemment ont vu leur paysage changer considérablement du point de vue diversité ethnoculturelle. Donc c'est un petit peu ça que nous cherchions. Donc le quartier Ahuntsic, c'était parfait. Ensuite, nous avons choisi le quartier Loyola, nous avons choisi le quartier Vimont, qui est en plein milieu de l'île de Laval. Parce que nous voulions absolument aller voir qu'est-ce qui se passe à Laval, hein, c'est là où je trouve tous les xénophobes de la planète. Vimont était un bon candidat, et c'était un quartier qui, il n'y a pas si longtemps, avait relativement peu d'immigrants. Il y a eu au fil du temps des Italiens qui ont été s'installer, aussi quelques Haïtiens. Et ce n'est que récemment que le paysage a commencé à se diversifier, des Maghrébins, des Asiatiques, etc. Donc ça nous semblait aussi un bon candidat, puis en plus ça nous permettait de voir qu'est-ce qui se passe dans un quartier typique de banlieue. Alors Vimont, c'est vraiment un quartier de bungalows bêtes et méchants, pas beaucoup d'espace public, quelque part fait jamais un chat, pour la bonne raison que c'est des parcs à chiens. Finalement, ça nous semblait incarner un type de quartier de classe moyenne intéressant à regarder. Ensuite, nous voulions regarder des quartiers qui, à l'origine, ont une majorité autre que francophone. Alors, nous avons regardé Saint-Léonard, qui est une banlieue, qui était une banlieue italienne,
où il y avait beaucoup de Canadiens français aussi, mais qui quand même est une banlieue qui a été beaucoup construite et développée par la communauté italienne. Bon, avec aussi l'ajout de quelques Haïtiens passés par là. Et ce n'est que récemment que là aussi, on a vu ces dernières années arriver une migration extrêmement diversifiée, notamment beaucoup de Maghrébins. Et donc le paysage de Saint-Léonard est en transformation complète depuis quelques années, et nous voulions aller voir un petit peu comment ça se passait. Enfin, le dernier quartier, c'est Loyola, qui est dans le sud de Notre-Dame-de-Grâce. Notre-Dame-de-Grâce est un quartier de classe moyenne bien connu, qui est très multi, etc. Mais Loyola était plus un quartier de petite classe moyenne anglophone, mais qui très vite avait vu arriver des immigrants venant d'un petit peu partout. Ces dernières années, alors là, c'est vraiment hyper multi. Donc, vous voyez un petit peu les cas de figure de ces 4 quartiers. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire d'abord des observations systématiques dans les espaces publics. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de revenir un petit peu sur mes vieilles enquêtes. On a ciblé des espaces publics dans ces 4 quartiers. D'abord, on s'est aperçu très vite que observer des espaces publics quand il n'y a pas un chat, c'est pas intéressant. Donc, ça nous a pris tout un travail pour savoir quand, à quel moment, dans quelles circonstances c'est intéressant de regarder les espaces publics quand il y a du monde, bien sûr. Donc, nous avons fait beaucoup d'entrevues avec des intervenants clés pour qu'ils nous disent, allez voir le parc machin chouette, tel après-midi, il y a un théâtre en plein air, etc., ou bien il y a une vente de fleurs, ou bien... Bon. Et en fait, nous avons compris 2 choses, c'est que dans les quartiers de classe moyenne, très souvent, la frange justement de ces fameuses couches moyennes sont des grandes consommatrices d'espaces publics, à condition qu'il s'y passe quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas des espaces où on va pour flâner, ça c'est les immigrants qui vont plutôt, mais les classes moyennes en général vont plutôt dans les espaces publics quand il y a des activités précises. Et ce que nous avons aussi constaté, c'est que les intervenants clés auxquels nous avons parlé, les élus, les travailleurs sociaux, etc., ne savaient rien de qui étaient les habitudes des classes moyennes, forcément. On nous décrivait abondamment les lieux où se rassemblaient les gens en statut précaire, défavorisés, mais les classes moyennes, aucune idée. Bref, nous avons dû faire un petit peu de découverte. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que nous avons observé ces espaces publics comme étant des espaces du quartier et nous observions toutes les personnes qui étaient dans ces espaces-là. Je fais une petite parenthèse pour dire que vous avez vu tout à l'heure que ces quartiers sont des très gros quartiers. Ce sont des quartiers qui, chacun, comprennent plusieurs poches de populations défavorisées. Certaines ont des logements sociaux, mais aussi ont, à l'inverse, des poches de favorisation, si vous voulez, c'est-à-dire des petits coins avec des maisons super cossues, etc. Donc, ce sont des quartiers où il n'y a pas des couches moyennes mur à mur. C'est un peu quand même mélangé, mais majoritairement, les revenus moyens sont quand même, disons, moyens. Okay. Alors, donc, nous avons fait 105 observations dans ces espaces publics, dont 50 dans les parcs et les bibliothèques. Oui, c'est ça. Et donc là, c'était avec des méthodologies que nous avions déjà éprouvées dans l'enquête dont je vous ai parlé précédemment. Mais ce qu'on a voulu faire de plus, c'est faire parler les citoyens, plutôt, excusez-moi, les citadins dans ces espaces publics. Ce que nous disions, c'est que, à la différence donc des sondages publics qui rejoignent les gens dans leur domicile, ou bien au téléphone, etc., nous voulions interroger, avoir une conversation avec les citadins en site propre, in situ,
dans des lieux urbains extérieurs. Et bien sûr, le problème de faire une enquête sur la manière dont les gens voient la diversité, c'est très difficile parce que on était à l'époque de la saga des accommodements raisonnables, donc les gens avaient en tête tous les clichés qui circulaient à la télévision de façon permanente. Et donc, on voulait, éviter d'alimenter ces clichés, parce que finalement, vous savez, c'est un peu comme les enquêtes sur le sentiment de sécurité. Plus vous faites une enquête sur le sentiment de sécurité, plus les gens deviennent insécures. Vous participez vous-même à la fabrication du mouvement de la sécurité. Donc là, on se disait, ça suffit là, les gens sont assez matraqués. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait faire parler les gens, et on s'est dit, on va les faire parler de leur quartier. Les gens aiment bien parler de leur quartier. Et ce qu'on voudrait voir, c'est comment ils cadrent leur quartier, et c'est-à-dire comment ils le voient, et comment, éventuellement, ils cadrent la diversité. C'est-à-dire que, quelle représentation, quelle importance à la diversité dans ce cadrage qu'ils font du quartier. Alors, je vous ai dit que nous faisions des observations systématiques, donc nous passions beaucoup de temps à être au fond des usagers des espaces publics. Donc on était comme tout le monde, assis au bord d'une pataugeoire avec les enfants qui pataugent, etc. Puis à un moment donné, on a engagé la conversation avec la maman qui est à côté. C'est des choses qui se font dans les espaces publics. Bon. Et ce que nous avions décidé, c'est en fait d'engager la conversation avec les gens qui, comme nous, pratiquaient les espaces publics sur leur quartier, et en leur posant 3 questions. Mais évidemment, on ne les formulait pas comme questions avec le micro en main, etc. Il n'y a pas de micro, pas de question note, rien du tout. Donc c'était plutôt dans la jazette. On leur demandait, est-ce que vous trouvez que le quartier a changé? Les gens nous disaient, oui, il y a plus de nids de poules qu'avant, c'est dégueulasse. Et puis, dans le feu de la conversation, parfois, certains finissaient par nous dire, oui, le quartier a changé parce qu'il y a plus de migrants, je ne sais pas quoi, mais je vais revenir là-dessus. Bon. En fait, bien sûr, c'est ça qui nous intéressait. C'était de voir dans quelle mesure est-ce que les personnes allaient faire référence à la question de la diversité ethnique grandissante de leur quartier dans la description qu'ils faisaient des changements de leur quartier. Mais sans que nous-mêmes nous l'ayons évoqué, ce qui est très important. Et ensuite, nous essayons aussi, dans la mesure du possible, de dire, est-ce que vous trouvez que c'est des bons changements? Ça va dans le bon sens ou non? Pour les amener un petit peu à qualifier si c'était un problème ou si c'était un atout. Bon. Mais encore une fois, sans vraiment poser la question de façon trop directe. Bon. Alors, on a dû patiner joyeusement avec les comités d'éthique, parce que vous réalisez bien que nous étions en train de faire parler des gens sans leur dire sur quoi on enquêtait. Okay. Et les comités d'éthique nous ont donné la bénédiction, parce que nous faisions une enquête dans les espaces publics et nous ne voulions pas perturber la dynamique des espaces publics. Bon. Donc, en fait, nous étions simplement des usagers comme les autres et nous faisions des conversations avec les usagers comme les autres. Par contre, nous nous étions engagés à la fin de la conversation. Là, nous disions, vous savez, nous faisons une enquête, si ça vous intéresse, ou si, etc., etc. Puis nous leur donnions un petit dépliant avec nos coordonnées pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour avoir les résultats de la recherche, ou pour nous faire des commentaires, ou pour nous engueuler. Je ne sais pas.
Et donc là, le comité d'éthique était satisfait et donc on a pu procéder. Alors, il faut dire que j'avais une équipe d'enquêtrices extraordinaire, j'avais 8 étudiantes de maîtrise et de doctorat, certaines québécoises de souche, certaines elles-mêmes immigrantes, et en tout cas ça a été un terrain extraordinaire, mais pas évident à faire. Alors, en fait, donc on a fait au total 144 entrevues courtes, hein, donc ce que je viens de vous décrire, avec les habitants, donc sur le mode in situ, de façon non intrusive sur les changements du quartier. Je vous dis tout de suite que à peu près un tiers des personnes avec lesquelles nous avons conversé n'ont jamais évoqué de quelque manière que ce soit la question de la diversité ethnique ou de l'immigration. Donc, ils nous parlaient d'embourgeoisement du quartier, ils nous parlaient des poubelles qu'ils n'ont jamais enlevées, etc. Mais un tiers n'ont jamais évoqué la diversité ethnique. Donc, autrement dit, il n'y avait pas trop d'obsession avec donc, la diversité ethnique française. Alors, les observations, très vite, ce que nous avons fait, parce que, bon, des observations, observer les gens dans l'espace public, il faut quand même, ça prend un protocole, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et en fait, nous avons repris un petit peu les travaux de Lynn Lofland, qui a beaucoup regardé les espaces publics. Qu'est-ce que font les gens dans les espaces publics? Et bon, en fait, il y a 5 éléments qu'elle décrit. Il y a la mobilité coopérative, c'est-à-dire vous êtes dans un espace public et puis vous faites attention de ne pas entraver la circulation des personnes. Bon, ça c'est par exemple la mobilité coopérative. Hein, ou par exemple vous descendez un escalier roulant, ben, vous mettez à droite pour que les gens puissent passer à côté de vous. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la mobilité coopérative, c'est-à-dire c'est des relations entre inconnus, donc vous n'allez pas parler avec les personnes qui sont à côté de vous, mais vous savez qu'elles sont là, et puis vous faites quelque chose pour permettre l'inattention civile. Eh bien, bon, c'est très connu dans le langage goffmanien. C'est bon, ben, il y a quelqu'un à côté de moi qui a un gros problème. Bon, ben, je fais semblant que je ne le vois pas. Bon, je fais semblant que je ne le vois pas. Pour pas l'embêter, pour pas le rendre inconfortable, pas parce que je suis profondément indifférente. Hein, c'est plutôt un témoignage de respect d'une certaine façon. Ce qui va être assez intéressant pour nous, parce que dans les parcs que nous allons regarder, entre autres, il y aura des femmes voilées. Bon. Alors, qu'est-ce que fait quelqu'un quand il y a une femme voilée à côté de lui? Est-ce que c'est exactement ça, une attention civile? Okay. Ensuite, l'audience, bon, ça c'est quand les personnes s'assemblent pour regarder quelqu'un d'autre. Bon, par exemple, bon, les parents qui regardent leurs enfants jouer dans une pataugeoire. La civilité et l'aide restreinte. L'aide restreinte, c'est bon, ben, quelqu'un a laissé tomber son mouchoir et puis je le ramasse. Puis j'engage pas nécessairement la conversation, mais donc, vous voyez, on allait dans les espaces publics avec quand même des choses à regarder. Et bon, on avait des codes assez suivis pour observer les cohabitations. Bon, alors je vous donne quelques exemples d'images. Bon, c'est sûr que on a fait beaucoup d'observations lorsqu'il y avait des activités festives organisées, mais aussi quand il y avait simplement des activités commerciales. Alors vous voyez bien la diversité des publics. Bon, de temps en temps, c'est sûr que les espaces étaient occupés de façon segmentée, c'est-à-dire que certains groupes étaient dans un coin, les autres dans d'autres coins, mais bon, au final, il y avait de tout finalement dans ces espaces. Alors, quelques résultats. Donc, très très rapidement, bon, une des premières choses qui est sortie,
c'est au fond ce qu'on appellerait la diversité comme réalité ordinaire. C'est-à-dire que, au fond, après avoir regardé attentivement ce qui se passe dans l'espace public dans ces quartiers, après avoir placoté avec des habitants, bon, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est que bon, la diversité, ça fait partie du quotidien. Bon, puis, c'est pas quelque chose de saillant qui est marquant dans les observations que les gens font sur le quartier. Ensuite, bon, la diversité apprivoisée, voire banalisée dans les parcs. Bon, encore une fois, bon, vous avez vu sur les photos, on a assisté à je ne sais combien de moments où la diversité ne posait pas de problème du point de vue des usages de ces espaces publics. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait parfois une certaine segmentation spatiale des espaces. Alors, en même temps, on a donc, en gros, que le portrait que nous avions ressemblait absolument pas à ce qu'on servait dans les journaux sur l'obsession des classes moyennes avec la diversité. Bon, de toute évidence, les gens qui habitaient dans ces quartiers-là et les gens que nous avons interrogés, c'était à la fois des blancs, des pas blancs, des classes moyennes, pas des classes moyennes, hein, puisque ce que nous regardions, ce que nous interrogions, c'était les habitants des quartiers, pas nécessairement un groupe spécifique. Alors, par contre, non, je ne dirais pas par contre, ce qui était aussi très intéressant, c'est de regarder dans les entrevues que nous avons faites, donc qui demandaient quand même de mes assistantes pas mal de dextérité parce que elles ne pouvaient pas prendre de notes, bien sûr, puisque c'était une petite conversation. Donc, ce qu'elles faisaient, c'est que tout de suite après l'entrevue, elles se repliaient quelque part et puis vite, elles écrivaient une longue tartine sur tout ce qu'elles avaient perçu, entendu, etc. Et nous discutions très régulièrement de toutes ces entrevues pour les monitorer, si vous voulez, pour surveiller d'abord est-ce qu'on n'était pas en train de cibler tel groupe plutôt que tel autre, et puis pour réfléchir un peu sur ce qui apparaissait. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est ce qu'on a appelé une certaine pédagogie de la diversité. C'est qu'au fond, dans beaucoup de ces quartiers-là, beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons parlé hésitaient quant aux mots à employer pour décrire leur réalité. Parfois parce que c'est trop récent, bon, hein, parce qu'il y avait des gens de telle origine qu'ils n'avaient jamais vu, puis ils ne savaient pas trop comment on appelle ce machin. Bon. Et donc il y avait toute une perplexité dans les mots utilisés par les personnes pour nous décrire leur réalité. Pour rigoler, on a appris des mots nouveaux de façon incroyable. Alors les gens nous disaient « Ah, ici mon quartier est très polyethnique » ou bien c'est plein de multiculturels. Bon, on a entendu des expressions qu'on n'avait jamais entendues. Et donc, il y avait un espèce de bricolage avec le langage pour essayer de qualifier une réalité avec laquelle on n'est pas quand même habitué. Et donc, on veut chercher les bons mots. Parfois, on a assisté même à des discussions. Un exemple, on parle avec un couple, une petite fille, et puis, bon, est-ce que le quartier a changé? Et puis, alors, le mari répond en toute go, ah ouais, il y a pas mal de noirs. Puis la femme, tout de suite, répond, il y a des Haïtiens, des Jamaïcains, etc. Puis le mari répond, ouais, mais comme ça, je ne me tromperai pas, si jamais c'est des Africains et pas des Haïtiens. Alors, donc, il y a quelque chose sur les mots, les bons mots à utiliser pour qualifier, que nous avons trouvé de façon très intéressante. Alors, parfois, mais de façon assez rare,
il y avait la perplexité se muait en méfiance. C'est-à-dire que là, on a eu quand même parfois certains commentaires un peu pas très convaincus que ce qui se passait, c'était pour le mieux. Bon. Alors, je reviens sur la question du voile. Vous imaginez bien que bon, dans des quartiers où, entre autres, il y a pas mal de femmes maghrébines, dont certaines voilées, bon, encore une fois, je m'empresse de dire que comparé à ce qu'on voit en Europe, le voile ici, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, dans les quartiers montréalais, il y en a. Et autant nous avons entendu souvent les gens nous dire « Ah oui, il y a pas mal de voilés ». Bon. Puis les voilés, c'est comme un machin nouveau, là. C'est comme si on nous avait dit, il y a des... je sais pas, il y a un nouveau truc, là, bon, les voilés. Et quand les gens parlaient des voilés, ce n'était pas, vraiment pas, de façon négative, où il n'y avait pas de jugement là-dedans. C'était un constat. Bon, il y a des femmes avec un machin, c'est ça. Bien sûr, on a eu aussi, à l'occasion, des commentaires un peu plus salés, où les gens nous disaient, bon, je sais bien qu'on n'est pas censé dire ça, mais bon, moi, les voilés, ça me... Bon, alors, on a eu des commentaires de ce genre, mais sur le nom, c'était pas dominant. Okay. Alors, c'est sûr que c'est surtout autour des marqueurs religieux que affleuraient les attitudes un peu plus méfiantes vis-à-vis de la diversité. Okay. Et bon, une de mes étudiantes a fait sa thèse sur les jeunes familles, et donc après, elle faisait des entrevues plus approfondies avec certaines des personnes avec lesquelles on avait parlé. Et là, c'était clair que pour tout ce qui concernait les enfants, là, le discours devenait un petit peu plus méfiant et un peu plus suspect vis-à-vis des marqueurs religieux. Bon, en gros, bon, ça ne me dérange pas de voir des voilés dans les parcs, mais j'aimerais pas ça que mon fils aille dans une garderie et où il y a des voilés. Hein, donc, vous voyez un petit peu, c'est ça un peu la nuance. Bon. Donc, encore une fois, c'est pas systématique, mais on voit bien que sur ces questions-là, il y avait un inconfort qui commençait à se marquer. Bien sûr, c'était très variable selon les quartiers. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais ce qui nous a beaucoup frappé aussi, c'est à quel point chaque quartier semble avoir comme une espèce de culture locale qui est comme un filtre à travers lequel les gens lisent ce qui se passe dans le quartier. Et bon, par exemple, dans le quartier Loyola, qui est donc un quartier où il y a beaucoup d'anglophones, bon, il y a beaucoup de small talk par rapport à la question de la diversité, alors que dans les quartiers un peu plus francophones, on parle des choses de façon très sérieuse, plus rapidement. Donc, il y a les quartiers ont des couleurs locales très particulières. Alors, je suis toujours... donc là, j'arrive dans la question des tensions et des inconforts. Donc, en gros, on n'en a pas eu beaucoup, ou pas entendu beaucoup, mais quand même, il y a eu certains cas, et de façon non surprenante, c'est toujours un petit peu le même topo, c'est généralement des tensions intergénérationnelles qui sont marquées par qui sont l'occasion à travers laquelle la méfiance vis-à-vis de la diversité se marque. Par exemple, cas classique, des personnes âgées dans un parc sont en train de discuter, puis il y en a une qui voit un jeune noir qui grimpe sur le toit du chalet qui est au centre du parc, et là, du coup, bon, les personnes avec qui on parle, ah oui, bon, ils sont toujours comme ça, et puis bon. Et là, en fait, la manière dont les personnes nous parlent, on ne sait jamais si c'est
le fait que c'est des jeunes qui font des mauvais coups, ou bien si c'est des jeunes noirs qui font des mauvais coups. Hein. Donc il y a comme une espèce d'ambiguïté, bon, qui est surtout quand il y a des rapports intergénérationnels assez contrastés, c'est-à-dire des personnes âgées et puis des groupes de jeunes. C'est toujours un petit peu plus difficile. Les sujets plus sensibles autour des enfants, on a vu aussi à l'occasion, par exemple, je vous ai parlé des patinoires, souvent dans l'échange des jouets autour des patinoires, il y a des réactions assez tendues et associées à tort ou à raison à la diversité. Bon, les mamans qui disent « Ah, moi maintenant je ne peux plus venir dans la patouchoire parce que avec mes jouets, parce que je me les fais piquer par ces bandes de russophones qui sont dans le quartier, bon, etc., etc. » Cela dit, alors, donc, nous avons entendu quelques propos extrêmement négatifs sur la diversité ethnoculturelle ambiante. Mais, et je crois que ça nous a beaucoup interpellés, même dans ces cas-là, les citadins avec lesquels nous parlions finissaient toujours par défendre leur quartier. C'est-à-dire qu'ils finissaient toujours par se porter à la défense de leur quartier en nous disant « mais vous savez, ici, c'est pas pire qu'ailleurs ». Ou bien le quartier machin reste quand même un super chouette quartier. Bon, hein, c'est comme si l'attachement au quartier était quand même toujours plus fort et n'était pas du tout remis en question par ces questions d'inconfort, de tension qu'il venait d'évoquer. Bon, alors, là, tu m'as pas fait signe, mais je pense que je vais y aller. Peut-être 5 minutes encore, 5-6 minutes ou... Ouais, c'est parfait. Oui. Alors, donc, là, bon, qu'est-ce que ça nous dit sur, au fond, la gestion de la diversité? Et je précise sur la gestion municipale de la diversité. Alors, d'abord, c'est sûr que ce que ça nous montre, c'est l'importance de ce qui se passe dans les espaces publics et peut-être aussi la qualité de l'aménagement de ces espaces pour qu'ils puissent finalement autoriser ces côtoiements le plus possible et de façon confortable. Bon, je me suis trompée de page. Voilà. Alors, donc, d'une façon générale, une certaine bienveillance quant à la présence des autres. Bon. Alors, ce que nous avons... Bon, j'essaie de me retrouver. Oui, voilà. Ah bon. Alors, ce que nous avons retiré notamment de cette enquête, c'est l'importance dans les politiques de gestion municipale, de gestion de la diversité, de ne pas verser dans ce qu'on pourra appeler une surethnicisation. C'est-à-dire que très souvent, les autorités municipales croient bien faire en organisant des événements interculturels. Hein. Bon, alors, généralement, dans ces événements interculturels, il n'y a généralement que des minorités entre elles. Il n'y a à peu près jamais de Canadiens français, ça c'est clair. Deuxièmement, c'est peut-être aussi souvent présumer un peu vite que les gens ont envie de discuter de leur identité culturelle ou des valeurs profondes auxquelles ils sont attachés. Là, je vous préviens, non, pas ça, oui, voilà. Alors, je me suis permis de faire une allusion aux travaux d'un collègue néerlandais très intéressant, Bart van Leeuwen, et qui est, lui, très critique vis-à-vis de toutes les approches interculturelles un peu trop invasives, dirons. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que, au fond, les gens ont besoin d'être respectés dans leurs engagements, dans leurs valeurs, mais n'ont pas nécessairement besoin d'être tout le temps interpellés sur leur identité, sur leurs attachements. Et qu'on n'est pas nécessairement obligé
d'être d'accord avec l'objet de leurs attachements et de leurs engagements, mais qu'on n'a simplement qu'à respecter qu'ils soient engagés et attachés à quelque chose, c'est tout. Et que, au fond, la civilité de côtoiement, le respect des différences, au fond, comme je l'ai montré dans l'espace public, est un élément très important du confort des minorités notamment. Et que c'est très important de pouvoir, au fond, passer inaperçu ou être n'importe qui dans un espace public où il y a des gens de façon très, très différente. Et donc, cette civilité de côtoiement, il faut la protéger et ne pas la faire exploser par des politiques interculturelles trop invasives et trop explicites. Bon, alors, autrement dit, cette question du confort que doivent pouvoir avoir tous les types de citadins dans les espaces publics, sans être tout le temps interpellés, pointés du doigt dans leurs différences, etc., est un élément absolument central. Et je dirais que, d'une certaine façon, c'est peut-être d'autant plus important dans les villes qui, à l'inverse du cas montréalais, sont des villes comme Québec, entre autres, où on trouve relativement peu d'immigrants dans les quartiers et dans les espaces centraux. Au fond, à Montréal, la diversité est partout. C'est c'est pas compliqué. Bon. C'est plus compliqué dans les espaces où, en fait, les minorités sont plus justement en minorité. Au fond, Montréal fait partie de ce qu'on appelle les villes à minorité majoritaire, de façon démographique. Hein. Cette question de confort culturel, elle est très importante justement dans les contextes où la présence immigrante est nettement plus minoritaire et où donc c'est d'autant plus important de pouvoir circuler et faire partie d'activités dans les espaces publics sans être tout le temps repéré comme étant un autre, une minorité, etc. Alors, bon. Et pour terminer, je dirais qu'au fond, ce que les citadins ont besoin au niveau urbain, c'est de politiques de redistribution pour atteindre une certaine équité, mais ça, je dis une banalité, des politiques de reconnaissance de leurs attachements multiples et d'aménagement d'espaces citadins où ils peuvent se côtoyer dans l'indifférence des différences. Il me semble que c'est un élément très important et que nous devons garder à l'esprit, et ce qui me rend toujours un petit peu sur la défensive quand je discute de politique interculturelle. Je trouve que souvent on oublie ces réalités-là, qui sont des réalités très importantes au niveau proprement urbain, et que toute politique de gestion municipale de la diversité doit avoir à cœur. Alors voilà, je vous remercie. J'espère vous avoir